Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le concept, chaque semaine, une nouvelle émission sur un sujet d'orientation précis avec une école partenaire. Et ce soir, nous avons décidé de traiter de la question des ressources humaines, les RH. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment s'y former? Sur quels critères? L'alternance vraie, fausse, bonne idée? Le futur de ce métier? Bref, toutes ces questions que vous êtes en droit de vous poser, on se propose d'y répondre ce soir avec IFOCOP CFA, l'école partenaire. Et pour ça, on a le plaisir de recevoir Marion Delestre, c'est bien ça? Absolument. Bonsoir Marion, vous êtes directrice de l'alternance à IFOCOP CFA et directrice du campus Paris 11. Tout à fait. Et Katie Sabet, bonsoir Katie. Bonsoir. Vous êtes apprenante en alternance justement à IFOCOP CFA. C'est exact. Merci à toutes les deux. Alors moi j'aime bien commencer mes émissions par un petit point de définition, peut-être avec vous Marion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la RH? Oui, absolument. Donc, on va peut-être définir ces deux lettres. Donc, R comme ressources et H comme humaine. Donc, les ressources humaines, un secteur d'activité qui a le vent en poupe et qui, effectivement, ne souffre pas de la crise de l'emploi. C'est une ressource qu'on va retrouver finalement dans toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur privé, du secteur public. Et aujourd'hui, finalement, le dernier baromètre de l'emploi diffusé par Pôle emploi 2023 nous montre effectivement que c'est vraiment pas... Il y a énormément d'offres d'emploi, 95 000 sur le secteur des assistantes RH pour seulement 25 000 postulants. Donc, globalement, on ne couvre pas effectivement le marché de l'emploi par rapport à la demande effectivement des entreprises. Ok. Katie, vous vouliez Si, peut-être oui, compléter? si je peux ajouter, bien sûr, Bien c'est sûr. aussi un secteur d'activité avec beaucoup de possibilités d'emploi, notamment gestionnaire de paie, chargé de recrutement. On peut être aussi amené à devenir responsable des ressources humaines, directeur ou directrice des ressources humaines, accompagner les salariés durant leur carrière, leur formation, et puis vraiment faire un suivi de C'est ça. ça. Si je comprends bien, la RH, enfin quelqu'un qui bosse dans la RH, c'est vraiment celui qui va accompagner le collaborateur de son entrée avec le recrutement, toute la gestion de carrière jusqu'à la fin, que ce soit un départ à la retraite ou un licenciement. Vraiment, vous êtes là pour accompagner les collaborateurs du début à la fin. Absolument. Ok. Première question justement par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des soft skills qui sont particulièrement recherchés chez les gens qui veulent travailler dans les ressources humaines? Oui, absolument. Au-delà des compétences techniques et compétences métiers, on va effectivement s'attarder aussi sur ces soft skills. Donc, avoir bien sûr de l'empathie par rapport aux collaborateurs, avoir effectivement une certaine posture également pour véhiculer les valeurs de l'entreprise et faire adhérer aussi les collaborateurs à ces valeurs, être discret, pardon. Et puis, peut-être que Cathy, on peut en rajouter Oui, d'autres. tout à fait. Moi, j'ajouterais même être force de proposition, amener des projets au sein de son entreprise. Je dirais aussi l'intelligence émotionnelle, être capable de se mettre à la place du salarié, le comprendre pour justement lui apporter des réponses et, comme on le disait plus tôt, le suivre tout au long de sa carrière. Et Ok. peut-être être curieux aussi, être en veille permanente, puisque c'est un métier quand même très réglementé et il faut Alors avoir justement, c'est beaucoup une question que je me d'ouverture. posais beaucoup. C'est un métier qui est très technique sur le plan juridique. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quand même besoin d'avoir des connaissances légales Tout de à droit, fait. en fait? Et Ouais. dans nos contenus de formation, notamment sur le gestionnaire de paye, on a cette année ajouté un module veille juridique, puisqu'effectivement, c'est vraiment primordial aujourd'hui d'être à l'écoute et c'est ce qui fera le plus finalement des candidats qui seront en veille juridique sur les métiers de RH et sur les métiers de gestionnaire de paye. Très bien. Alors justement, au niveau du recrutement à IFOCOP CFA, est-ce qu'il y a des matières particulières que vous allez regarder sur le bulletin de notes en fait du jeune? Alors, l'IFOCOP est un CFA, comme vous l'avez dit, mais qui va délivrer finalement des certifications professionnelles. Donc, Ok. on n'est pas du tout dans le champ des formations de l'éducation nationale Mhm. ou de l'enseignement supérieur. On est néanmoins effectivement sur ces certifications professionnelles, sur des certifications inscrites au RNCP, au Registre Ok. national des certifications professionnelles, donc qui délivrent un niveau de diplôme équivalent à un bac plus 2, etc.
et donc qui va venir en parallèle et qui permet également des passerelles, finalement, pour assurer les parents aussi, des passerelles entre, finalement, j'ai un bac, je vais vouloir passer en certification professionnelle, je peux tout à fait me positionner dans un institut de formation comme le nôtre. Par rapport aux prérequis, donc on est beaucoup moins fixé sur la note. Nous, on va être beaucoup plus attentif aux soft skills dont vous parliez tout à l'heure et qu'on a énoncé, et par rapport au CV et au projet professionnel surtout du candidat. Donc c'est vraiment à partir de son CV, à partir d'un échange que l'on va avoir avec lui, un entretien professionnel, qu'on va pouvoir finalement voir s'il est sur le bon chemin et si effectivement la formation est faite pour lui. Et alors du coup, moi je me demandais, quand on n'a pas d'expérience, on a 17-18 ans, on n'a pas ou très peu d'expérience sur son CV, on n'a en gros rien à marquer, comment ça se passe ? Oui, alors effectivement, on recrute à partir du CV et pour ces jeunes ou pour toute personne effectivement qui n'a pas l'expérience professionnelle adéquate, c'est pas ce qu'on va chercher en fin de compte. On a parlé tout à l'heure des soft skills et c'est donc important de les mettre en relief sur son CV. C'est également important de mettre en relief ses expériences en tant que bénévole, donc sa vie associative. Participer éventuellement souvent en classe de 3e ou autre au collège à des télétons, animer des soirées. Donc c'est essayer de retrouver finalement des compétences qui seraient transférables dans le métier RH ou autre, finalement, des compétences qu'on va pouvoir mettre et identifier sur le CV. Peut-être, Katie, vous qui animez ces ateliers CV, Booste ton CV, vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, on reçoit pas mal de jeunes avec très peu d'expérience, ou même voire pas du tout. Et on va regarder d'autres choses, comme vous disiez, même les stages de 3e, les stages, les cours ou de quelques mois, les services civiques, par exemple. Ouais. On va voir aussi s'ils ont un esprit d'équipe, s'ils pratiquent des sports, par exemple. On va vraiment axer notre suivi et on va les conseiller de mettre ça en avant lors de leurs entretiens. Mais il y a toujours quelque chose à mettre, finalement. Un CV n'est jamais vierge. Et puis, dans le cadre des ateliers, en fait, on va aussi leur proposer de mettre finalement les compétences qu'ils vont acquérir en avant pour pouvoir savoir en parler lors des entretiens avec les entreprises. Donc, on va le combler. Effectivement, ils ne partent pas sans rien. Très bien. Et alors justement, en termes de recrutement et d'admission, vous êtes sur Parcoursup ? Absolument, depuis 2 ans. Donc c'est notre 2e année là. Donc sur nos formations qui délivrent un Bac+2, notamment les formations d'assistante RH, gestionnaire de paye, on est effectivement présent sur des formations de 18 mois qui délivrent, comme on l'a dit tout à l'heure, un Bac+2, donc niveau BTS pour... Très bien. Et après, donc on présente son dossier sur Parcoursup. Il y a quoi ? Il y a un examen d'entrée, il y a un jury d'admission ? La même procédure que pour les personnes qui viendraient par un autre biais que Parcoursup. Donc, on va effectivement étudier leur CV. Donc, c'est le seul document en fait que l'on va demander aux candidats. Étude du CV, on va ensuite les convoquer à un entretien de positionnement, leur faire passer des petits tests de positionnement tout à fait basiques, pas de panique. Et puis, effectivement, derrière, on va étudier avec eux donc la faisabilité du projet et les accompagner ensuite sur la recherche d'entreprise par le biais d'ateliers de techniques de recherche d'emploi qui se composent par un atelier où on va finalement redéfinir avec eux leur CV et donc qui est finalement leur carte de visite. Puis ensuite un atelier entretien professionnel où on va leur apprendre finalement à se présenter, à avoir la bonne posture professionnelle et parler de leur métier. Et enfin, un 3e atelier qui est plus sur les réseaux sociaux, comment s'en servir et comment trouver une entreprise par soi-même, puisque nous les aidons dans la recherche d'entreprise et eux-mêmes, on les invite à rechercher. On reviendra sur la spécificité de l'alternance. Vous, Katie, en fait, donc vous avez pris une formation à IFOCOP CFA. Vous avez choisi ça volontairement ? Vous ne vouliez pas une école classique au sens habituel du terme ? Oui, tout à fait. Je me suis dirigée vers l'alternance parce que je voulais vraiment bénéficier d'une expérience professionnelle, donc sur le terrain, et en même temps lier les compétences que j'allais apprendre en cours au métier. Donc, je voulais vraiment faire et sur un métier comme justement responsable RH où l'humain est très important, mais il y a quand même des compétences techniques en termes de droit du travail, l'alternance, ça vaut le coup en fait, parce que je me dis c'est un métier qui est tellement quand même technique par rapport au droit du travail où on peut pas faire la moindre boulette sur l'écriture du contrat de travail ou quand on veut licencier quelqu'un, il faut être extrêmement carré.
Est-ce que l'alternance, on n'est pas un peu trop jeune justement pour avoir de telles responsabilités? Ah non, totalement. Je pense que justement, on a vraiment un pied dedans. Ouais. On apprend justement en cours l'administration du personnel, le droit du travail. Et puis, quand on se retrouve en entreprise, on peut se référer à nos tuteurs, à nos collaborateurs et justement appliquer ce qu'on a appris en cours. Et puis utiliser tous les outils qui sont mis à disposition, Internet et autres, pour faire des vérifications. Mais je pense qu'au contraire, c'est mieux d'apprendre de cette manière que d'une manière très académique. Très magistrale. Oui, ou très magistrale, qui sera peut-être du coup revue plus tard sur d'autres mises en situation et autres. Là, on est vraiment dedans, quoi. Ok. Techniquement, pratico-pratique, à IFOCOP CFA, ça se passe comment? C'est 1 semaine, 3 semaines? C'est 3 jours, 2 jours? Le rythme, c'est donc 2 jours en cours et 3 jours en entreprise. D'accord. En tout cas, pour ma formation, voilà, c'est ce rythme-là. Très bien. Pendant les 18 mois? Pendant les 18 mois, tout à fait. Et alors, il y a des périodes où on va être totalement en entreprise. Ça va être des petites périodes ou sur des périodes de vacances scolaires, tout à fait. Mais c'est ce rythme-là, oui. Ok. Une différence entre Bac+2, Bac+3, Bac+5. Alors bien sûr, évidemment, c'est plus c'est long, plus on va avoir de spécificités, Bien tout sûr. ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre le Bac+3 et le Bac+5, déjà en termes d'employabilité? Est-ce que vous recommanderiez à quiconque qui s'intéresse au RH de tout faire pour aller jusqu'au master? Non, pas du tout. Non, non. Après, c'est vraiment le choix professionnel de chacun, le projet, en fait, de vouloir aller plus loin ou pas. Effectivement, à l'IFOCOP, on propose cette poursuite d'études. Donc, c'est tout à fait possible de rentrer, comme Katie le fait aujourd'hui, en formation d'assistante RH, avec un niveau bac et de sortir de cette formation avec un Bac+2, de poursuivre derrière vers une formation de responsable RH pour continuer vers une formation de manager RH niveau 7. Et qu'est-ce qu'on apprend à chaque fois dans ces années supérieures? C'est de la technicité en plus, exactement. Du juridique? Puis on est sur notre sphère, je dirais, de l'entreprise. On n'est plus sur la stratégie, le management d'équipe derrière. Donc on est effectivement moins sur des compétences techniques. On va effectivement être plus sur de la stratégie. Ok. Et on se spécialise ou on se généralise encore plus à force qu'on avance dans les études? On se spécialise. D'accord. Et les spécialisations, c'est quoi? On ouvre c'est son champ de compétences. Le champ du recrutement, le champ de la gestion des carrières, gestion de paye, le champ des fins de carrière. C'est quoi les spécialisations en Alors, RH? je pense que là, c'est toute la différence entre l'entreprise qu'on va intégrer, finalement, le choix de l'entreprise qu'on va intégrer. Si je rentre dans une PME, effectivement, je vais être polyvalent. Je vais toucher finalement à toutes les compétences du métier d'RH. Et voilà. Si je rentre dans une grosse structure, là, on va se spécialiser puisque ces entreprises sont en général très structurées. Et on va avoir un responsable formation, un responsable recrutement. Donc, on va se spécialiser effectivement dans une discipline. Mais globalement, finalement, on est capable de toucher à tout. Et je dirais, peut-être vous pouvez le confirmer, que finalement, on n'a pas besoin de revêtir l'habit dans l'entreprise dans laquelle on va pour pouvoir exercer son métier. En fait, on n'est pas obligé d'être un pro, effectivement, du digital pour intégrer une structure comme Microsoft. Enfin, voilà. Très bien. Et alors, justement... quand est-ce qu'intervient la spécialisation? C'est dès la fin de cette 2e année ou dès le début, en fait, vous leur présentez déjà tous les champs? Alors, dans le cadre d'un cursus d'apprenant, effectivement, dans nos missions de CFA, on a l'obligation de toute façon de proposer à l'ensemble de nos alternants le panel de poursuite d'études possibles. Donc, c'est évidemment ce que l'on fait. Et puis, nous avons aussi régulièrement des réunions d'information, des webinaires, des journées portes ouvertes qui, du coup, nous permet de leur expliquer effectivement la continuité, la poursuite d'études possibles à l'IFOCOP. Ok. Et vous, Katie, vous seriez intéressée, parlez-nous un peu de vous. Vous voulez faire encore un peu plus que ce que vous avez aujourd'hui? Voulez-vous spécialiser, continuer dans les études? Alors, justement, grâce à la formation IFOCOP, en fait, pendant la formation, on découvre différents blocs, différentes matières. C'est là où on va pouvoir choisir de se généraliser ou de se sectoriser. Moi, personnellement, vu que j'effectue une mission de chargée de recrutement, forcément, j'ai découvert ce secteur et j'ai envie de continuer dans celui-ci. J'aurais pu envisager une poursuite d'études, je me dis juste peut-être pas tout de suite, mais je pourrais y revenir plus tard après une expérience professionnelle un peu plus aboutie. Et ça, c'est souhaitable, Marion, justement, de faire des sauts de puce, entre guillemets, c'est-à-dire étudier un peu, travailler, revenir pour faire son Bac+3, retravailler, revenir à l'école pour un Bac+5. Je crois que c'est l'avenir, en fait. Aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui, les générations et même nous, je pense qu'aujourd'hui, on est amené à
à ce genre d'exercice. L'IFOCOP, au-delà de la formation qui s'adresse donc en alternance pour les jeunes et les moins jeunes, est aussi un spécialiste de la reconversion pour adultes. Donc globalement, effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes de tout âge se présenter à nous. Et je rappelle quand même que l'alternance, aujourd'hui, dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'adresse aux adultes jusqu'à 50 ans et plus. Donc, il est tout à fait possible à tout moment de sa vie de réinterroger son projet et du coup, effectivement, de pouvoir évoluer aussi dans sa spécialité. Très bien. Voilà. En termes d'alternance, est-ce que vous privilégieriez plutôt petite ou grosse société ? Alors, sincèrement... Est-ce qu'on apprend plus dans une grosse boîte parce que justement il y a plus de champs de compétences possibles, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt dans la petite boîte où on va apprendre la polyvalence ? Voilà, je dirais que c'est plutôt dans la petite boîte où on va apprendre la polyvalence et effectivement du métier, puisqu'on le disait tout à l'heure, dans les grandes structures on se spécialise sur une mission donnée. Et puis je dirais aussi dans le cadre de l'accompagnement parfois, alors une grosse structure va être très organisée au niveau effectivement de l'accueil d'un apprenant, mais oui, comme vous le disiez, c'est vrai que dans les petites structures on va néanmoins toucher davantage à tout, et puis il va y avoir une proximité avec l'ensemble de l'équipe en fin de compte, donc on va pouvoir aller piocher des informations à droite à gauche et obtenir finalement assez d'informations pour mieux comprendre ses fonctions. Ok. Vous qui étiez actuellement, vous êtes dans une société de quelle taille à peu près ? Alors, une société de 150 salariés environ. Ce qui est petit, c'est une PME. Oui. Ouais. Donc, et c'était votre choix d'être dans une petite structure. Vous ne vouliez pas aller chez L'Oréal, Danone. Oui, c'était mon choix. Je cherchais la proximité, en effet, pour pouvoir me rapprocher des différents services et pouvoir aller trouver des informations à gauche et à droite avec mes collaborateurs. Ok, très bien. Du coup, en termes de validation du cursus, ça se passe comment à IFOCOP CFA ? Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous êtes donc pas tout à fait une école, vous êtes à CFA, donc c'est un peu différent. Votre spécialisation, c'est la reconversion, ou en tout cas la réorientation, comme vous commenciez à le dire. Mais la validation du cursus en tant que tel, chez vous, ça se passe comment ? Alors, on est CFA, donc CFA, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est Centre de formation d'apprentissage. Voilà. Nous proposons, comme on l'a dit tout à l'heure, 25 titres, 25 certifications professionnelles inscrites au répertoire national des compétences, qui donc sont validées par finalement du contrôle continu. Donc tout au long de la formation, les personnes vont être évaluées et vont devoir, à l'issue de leur apprentissage, délivrer un dossier de valorisation des compétences qu'ils vont avoir finalement construit tout au long de leur parcours. Donc c'est quelque chose d'assez programmé en fait tout au long du cursus. Le sujet de ce dossier de valorisation des compétences est vu avec le maître d'apprentissage, le tuteur en entreprise qui les encadre, et bien sûr avec l'IFOCOP, le responsable de formation qui les suit. Et du coup, en fait, on va les accompagner à rédiger ce dossier de valorisation des compétences qui va mettre en exergue finalement une compétence choisie. Donc peut-être Katie peut nous en parler puisqu'elle est en plein dedans. Oui, bien sûr. Oui, je suis actuellement en train du coup de réaliser mon dossier de valorisation des compétences et j'ai choisi par exemple le recrutement omnicanal dans une compétence qui est forcément de recruter. On peut observer aussi des compétences... Et c'est quoi ? C'est comme un petit mémoire ? Alors, c'est pas vraiment un mémoire, en fait. Non. L'idée, c'est vraiment d'aller creuser dans le cursus qu'on a suivi, d'aller chercher, en fait, la compétence que l'on a et que l'on a envie de mettre en lumière par rapport à l'ensemble des compétences métiers qu'on a acquis pendant toute sa formation. Et alors, selon les formations, donc là, dans la formation assistante RH, il n'y a pas d'oral, mais effectivement, sur les formations de responsable RH, qui délivrent donc un niveau Bac plus 3-4, il va y avoir un oral de soutenance par rapport au dossier de valorisation des compétences. Ok. Très bien. Du coup, je me demandais, c'est un métier qui est en constante évolution par rapport au droit du travail. Il faut constamment être un peu alerte sur les nouveautés, tout ça, ou une fois qu'on a son diplôme, on sait qu'on est, entre guillemets, figé dans le marbre. Ah non, il faut toujours être en alerte. Ça change beaucoup, en fait. Oui, forcément. Les cas de jurisprudence, des augmentations du SMIC, plein de choses comme ça qui changent constamment. On peut être en veille grâce aux réseaux sociaux, LinkedIn notamment. Il faut toujours rester éveillé sur ces sujets-là. Un secteur très réglementé, donc il faut être en veille en permanence. Oui. Ok. Et pour ça, l'alternance, ça aide, justement ? Oui,
bien sûr. D'être au contact constant avec les employés et les employeurs. Oui, de la même manière. En fait, comme je disais, si on mélange les deux, donc les cours, enfin la théorie et l'entreprise, on a aussi cette mixité, Source d'information qui arrive de tous les côtés. oui, qui est variée. Et Donc, qui est variée. forcément. Et peut-être préciser aussi que les intervenants de l'IFOCOP sont tous des professionnels métiers, des professionnels du secteur. Et donc, effectivement, ils vont leur donner leurs petites astuces, leurs connaissances terrain et notamment sur la veille, effectivement, les outils à solliciter, les plateformes, les sites de recherche pour pouvoir effectivement être toujours au taquet et répondre aux obligations de ce secteur. Très bien. Alors moi j'avais justement une question, c'était concernant, en termes d'employabilité, c'est la géographie en fait de ces postes. Est-ce que tout est concentré à Paris ou est-ce qu'on peut trouver du boulot un peu partout en France ? Comme évoqué tout à l'heure, finalement, c'est un secteur qui touche toutes les entreprises. On va retrouver de l'activité ressources humaines dans les petites structures comme dans les grandes entreprises. Et finalement, par rapport à nos bassins d'emploi sur la France, on va avoir du travail partout, je dirais. Très bien. Voilà. J'avais une autre question, c'était en préparant l'émission, je me suis beaucoup posé la question, puisque moi, vu mon expérience, j'ai eu quand même pas mal de boîtes, et en général, le département RH, on les aime pas trop. Hein. On va pas se mentir, on les craint, en fait. C'est surtout cliché, peut-être. c'est ça, effectivement, puis on nous dit tout le temps, oui, ressources humaines, enfin, faut pas oublier que les RH, ils bossent pour l'intérêt de la société, pas forcément pour l'intérêt de l'employé. Et justement, vous, Katie, vu que vous êtes en plein dedans, comment vous êtes perçue au sein d'une boîte ? Je sais qu'on diabolise souvent On vous craint un peu. les ressources humaines, malheureusement. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. On a des clichés, oui, on a pas mal d'idées reçues sur ce métier-là, qu'on est là pour licencier les gens, on est toujours du côté des employeurs et non pas des salariés. Je pense que c'est complètement faux. Ouais. Mais c'est en train de changer aussi. Aujourd'hui, les RH sont aussi là, comme on disait en début d'émission, pour accompagner le salarié, donc pour lui proposer de la formation s'il y a un besoin nécessaire, pour l'écouter en cas de problématique. Oui, exactement, le fidéliser. Le but, c'est quand même de garder le salarié, le talent au sein de l'entreprise. Donc oui, ça c'est vraiment une idée reçue sur les RH, c'est bien dommage quand même. Et quand même, vous l'expérimentez au sein de votre société ? Vous voyez que vous êtes un département un petit peu craint ou pas spécialement ? Pas spécialement, Non. De mon côté, pas du tout, mais j'espère pas rencontrer ce type de... c'est pas ce que vous cherchez. Non, pas du tout. Il y a peut-être le cliché aussi de beaucoup d'administratifs. Ouais. Et finalement, oui, c'est vrai que ça représente peut-être 50% ou un peu plus du travail d'une personne qui travaille dans les RH. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'outils maintenant mis à la disposition de ce service, en fait, notamment les logiciels qui viennent simplifier finalement la tâche administrative, que ça permet de dégager du temps pour s'occuper de sujets bien plus importants pour les collaborateurs, comme la RSE, les transitions écologiques et toutes le télétravail. Et effectivement, peut-être qu'on y Toujours en viendra. continuant sur cette histoire d'employabilité, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un de devenir employé dans une société, de monter sa boîte de conseil RH Parce que tout est possible, en fait, j'imagine, avec un poste de ressources humaines. On peut certainement monter sa boîte et devenir prestataire. Alors nous, en tant qu'IFOCOP, à l'issue de nos formations et surtout à l'issue d'une alternance, on leur conseille davantage d'intégrer une structure ou de poursuivre dans la structure qui les a employés pendant toute la durée de l'alternance. Après, effectivement, sur des personnes qui ont atteint une certaine maturité, on a des projets de personnes qui veulent monter leur propre structure, pas forcément RH, mais globalement, oui, effectivement. Et vous, Katie, c'est quelque chose qui vous motiverait, par exemple ? Alors moi, je pense que je continuerai à vouloir être salariée d'une entreprise, mais je vois bien autour de moi que certaines personnes vont passer en freelance et devenir développer leur cabinet de recrutement ou même pour la formation, pour proposer des formations aux entreprises. Moi, je pense que c'est libre à chacun de choisir un petit peu. En tout cas, c'est possible. Ah oui, complètement, c'est possible, oui. Très bien. Une autre question qui nous a été beaucoup posée, parce que nous, on a une classe témoin à chaque fois lorsqu'on prépare une nouvelle émission, c'était la question de l'expatriation. Est-ce que c'est possible, quand on veut étudier les RH, de s'expatrier par la suite ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même très axé aussi sur le droit du travail qui est par définition franco-français. Même dans les autres pays de l'Union européenne, c'est très différent. Est-ce qu'avec une formation RH, on peut s'expatrier ? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, dans le sens où si on a le bon comportement en fait RH,
Il s'agirait de se remettre à niveau dans un autre pays. Moi, j'y ai déjà pensé, que ça soit travailler dans un pays anglophone ou autre. Je pense pas que ça soit un frein. À partir du moment où je me reforme sur le droit du travail dans le pays, sur la réglementation, mais si j'applique les soft skills dont on parlait. Finalement, c'est les mêmes partout, quoi. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est pas du tout une problématique, que ça ouvre vraiment le champ des possibilités, ce secteur d'activité et ces métiers d'avenir, je pense. Très bien. En termes d'avenir du secteur, il y a forcément une question que j'avais envie de vous poser, c'était la digitalisation, en fait. Comme je le disais en préparant l'émission, il y a 15-20 ans, LinkedIn n'existait pas, ou Indeed, ou Page Personnelle, bref. J'imagine que le métier a considérablement changé depuis l'arrivée de ces plateformes. Est-ce que déjà, vous l'intégrez dans vos formations ? Et c'est obligatoire maintenant. Vous ne pouvez pas être à l'ancienne, être old school. Et puis alors du coup, Katie a aussi inauguré un nouvel outil pédagogique. Enfin, on s'en est servi, nous, de manière pédagogique, le métavers. Oui, tout à fait. Vous avez fait effectivement des exercices pratiques là-dessus. On a utilisé le métavers dans le cadre d'un job dating, par exemple. Donc oui, aujourd'hui, on digitalise ce secteur d'activité, et tant mieux. Tant mieux pour nous, parce que forcément, ça va laisser aussi la possibilité à la nouvelle génération, la génération Z, de pouvoir... effectuer de faire ces métiers-là, de s'insérer dans par exemple, ces tout à l'heure, on parlait de posture. C'est très important, la posture dans le métaverse. Comment est-ce qu'on peut jauger de la posture d'un candidat ? Par plein d'autres biais, par le verbal, le paraverbal, bien sûr, l'expérience, en fait. On va mettre en avant, justement, l'expérience professionnelle du candidat, et ça va surtout être une expérience inclusive, parce que, du coup, on aura... La plupart du temps, les job dating sont sans CV. Donc, on va pouvoir juger le candidat au-delà de son physique, de son apparence et autres. Donc, c'est très intéressant d'utiliser ces outils-là aujourd'hui, bien sûr. D'où l'importance vraiment de savoir communiquer, la maîtrise de l'expression orale. On parlait des soft skills tout à l'heure, c'est vraiment encore plus important qu'avant, pour le coup. Si on n'est même plus jugé sur le physique, on compense encore plus par une meilleure expression orale. Ce qui est bien, de toute façon. Mais du coup, ça change véritablement aussi, au-delà de la façon de recruter, ça change les profils qui sont recrutés ? Du coup, oui, forcément. On a plusieurs... Les profils sont divers et variés grâce à ce type de technologie. Ça effraie moins, en fait, forcément. Donc, on a vraiment des profils de tout horizon dans les RH. Ok. Et est-ce qu'avec cette digitalisation, du coup, on segmente encore plus le métier ? Est-ce que les gens vont de plus en plus, quand ils bossent dans la RH, se spécialiser dans le recrutement ou dans la gestion de paye ou dans la gestion de carrière, voire dans les fins de carrière ? Pas spécialement. Je pense pas. Je pense que ce qui va être important là maintenant, c'est de se réinterroger et de considérer finalement que ce qu'on a appris à un instant T, il va falloir constamment le remettre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, rester alerte pour vous, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment rester alerte et constamment remettre ses connaissances à niveau, puisque le métier l'impose de toute façon, et toutes ces nouvelles technologies l'imposent. Donc effectivement, c'est toujours être en alerte et toujours se reformer. C'est vraiment un métier qui évolue tellement vite. Très bien. Moi, j'avais une question par rapport à mon expérience personnelle. J'ai jamais rencontré une DRH. Il y a beaucoup de filles dans la ressources humaines ? Ah oui. Ouais. Après, j'ai pas les proportions, non, alors mais je ne saurais pas vous rendez vous bien dire, compte déjà dans vos étudiants. Est-ce que vous avez plus de filles qu'il y a 15 ans ou même pas ? Finalement, ça a toujours été un secteur féminin. Dans la formation à l'IFOCOP, on a effectivement 83% de filles et 17% de garçons. Tout à fait. Et vous, Katie, aussi, parmi les recrutements que vous faites, Alors, c'est sûr qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ce secteur d'activité-là, mais encore une fois, c'est aussi en train de changer. On va, j'espère, voir de plus en plus de directrices des ressources humaines. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que les chiffres ne mentent pas. Il y a plus de femmes dans ce secteur d'activité. Et pourquoi ? Parce que c'est justement un secteur où il y a de l'humain et du coup, on donne plus volontiers aux femmes ces traits-là d'humanité, d'empathie, de ceci, de cela. Oui, on pourrait l'entendre comme ça, certainement, oui, tout à fait. On fait souvent le parallèle avec le milieu du médical aussi, des milieux où il y a plus de femmes que d'hommes, forcément. Donc, on parle de ces soft skills, de cette empathie. Aussi, en général, mais il y a beaucoup de secteurs, effectivement, où on va être... Dès qu'on est dans l'empathie. Mais aujourd'hui, voilà, on est une époque où on déconstruit ces codes-là, on déconstruit les genres, et j'espère pouvoir voir, moi, dans ma carrière, une parité, une égalité sur ces postes-là, bien Très évidemment. bien. Vous deux, vous êtes des professionnels de l'ARH. Comment vous imaginez évoluer les ressources humaines d'ici 10-15 ans ? Quel est pour vous vraiment le point qui va changer certainement dans les 10 années qui viennent ?
Si je peux me permettre, moi, je vois une évolution sur la qualité de vie au travail, notamment. Oui. Vraiment pour... Depuis le Covid ? Oui, bien sûr, que ça soit en termes de toutes les problématiques qu'on Ça parlait. veut dire que vous, en tant qu'RH, vous devez être plus à l'écoute, en fait, du bien-être Tout à en fait. entreprise. Quelque chose à qu'on ne fait. prenait pas en compte il y a 20 ans, par exemple. Oui, moi en tout cas. Moins. Pérenniser le poste des salariés, pouvoir travailler avec eux pendant des années, les accompagner sur la formation, aussi les éveiller sur des sujets de responsabilité sociétale, que ce soit sur l'environnement, on parlait là d'égalité homme-femme, de plein de choses, d'inclusion, bien sûr, pour les personnes avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Je pense que vraiment, on devrait axer, moi personnellement, c'est comme ça que je vois mon avenir dans le milieu des RH, c'est la qualité de vie au travail. De toute façon, c'est un fait aujourd'hui. Bien je sûr. crois que c'est inclus dans nos formations aussi. C'est des sujets abordés régulièrement. Donc dans ressources humaines, toujours plus d'humains, quoi. Mais toujours plus d'humains, oui. Ouais. Vous aussi, vous l'imaginez comme ça, l'évolution de ce métier sera vraiment orientée vers l'humain et peut-être moins vers justement le réglementaire, le légal, le technique. C'est déjà le cas, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, le collaborateur qui va s'intéresser à une entreprise va regarder quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelles sont les valeurs transmises et va adhérer à ces valeurs. Donc les valeurs, elles transitent par effectivement un projet sociétal, par effectivement l'écologie, par l'accueil des personnes en situation de handicap. Et tout ça, c'est des sujets prégnants, oui, et qui vont attirer. Très bien. Alors du coup, moi j'aime bien finir nos émissions avec un petit mot de la fin, peut-être avec vous, Katie, un dernier mot pour finir de convaincre les jeunes, soit de venir vous voir, soit de consulter le site internet IFOCOP CFA. Oui, tout à fait. Moi, je conseille à tous les jeunes qui sont en questionnement sur leur avenir professionnel. L'alternance, bien évidemment, c'est vraiment un moyen de pouvoir allier les cours, la théorie avec l'expérience terrain, afin de pouvoir soit faire une suite de parcours, continuer ses études, continuer à se diplômer, ou s'insérer directement dans le monde du travail et avoir une carrière longue et riche. Merci. Marion, un petit mot de la fin. Oui, alors au plaisir de vous retrouver donc, à l'IFOCOP Paris 11 et dans nos autres CFA en Ile-de-France et puis à Villeneuve-d'Ascq dans la région nord et puis sur Bègles à Bordeaux. Nous avons donc cette journée porte ouverte le 7 février après-midi. Et ce sera l'occasion pour nous de vous rencontrer, de rencontrer éventuellement les parents qui voudraient aussi accompagner les jeunes. Et de pouvoir leur présenter donc nos centres de formation qui sont handi accueillants. C'est aussi important, je crois, de préciser que nous avons sur l'ensemble de nos sites des référents handicap qui sont là aussi pour accompagner le parcours des personnes en situation de handicap et adapter aussi les parcours à ces personnes pour qu'elles puissent suivre une formation dans les meilleures conditions possibles et atteindre nos certifications professionnelles dont on parlait. Dernière question, en termes de taux, c'est combien à peu près l'acceptation ? Alors, notre taux de réussite sur la filière RH, c'est de 90%. Ok, très bien. Voilà. Nickel. Merci à toutes les deux de nous avoir éclairé sur toutes ces questions des ressources humaines. Merci à vous de nous avoir regardés et on vous dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet. Au revoir. Merci beaucoup.